Bonjour et puis merci d'être ici. Merci à l'équipe du festival d'accueillir cette masterclass sur le son au cinéma. Donc juste pour me présenter, donc Lucie Ardouin, je suis chef opératrice son en tournage cinéma, donc court-métrage et documentaire depuis une dizaine d'années, et installée à Poulgoisec, donc à Plouhinec, juste en face là d'Audierne depuis 3 ans. Voilà, donc je vous ai préparé un PowerPoint, c'est très scolaire, mais il se trouve que j'interviens du coup dans des écoles d'audiovisuel en Bretagne, en BTS son. J'interviens aussi à la licence Sciences de Saint-Brieuc, à l'ESRA de Rennes et à l'ISB à Brest, donc Images et Son Brest, qui est en fait la formation que j'ai faite moi il y a une quinzaine d'années. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, disons, la manière dont on prend le son au cinéma, je vais plutôt axer en fait la présentation sur la sémantique du son à l'image. Qu'est-ce que le son va pouvoir apporter à une image? Je vous fais juste un bref historique de l'arrivée du son au cinéma, puisque au début, les films étaient muets, vous le savez très bien. Et ils étaient muets, les films, mais ça n'empêche qu'il y avait quand même du son dans les salles de cinéma, puisque les films étaient tout simplement bruités par le public lui-même, qui réagissait, qui commentait. Les salles de cinéma étaient très bruyantes et très vivantes. C'est encore le cas dans certains pays, dans certaines cultures. Je suis allée au cinéma en Égypte, par exemple, et les gens se lèvent, rigolent, parlent, sortent de la salle, reviennent, etc. Ça nous paraît inconcevable ici en France, quand on est dans une salle de cinéma, généralement, le moindre bruit à côté de crissement de papier, par exemple, d'emballage de bonbons, ça nous hérisse les poils, on regarde la personne avec des yeux de tueur en disant « chut !» voilà. Alors qu'avant, du coup, c'était extrêmement vivant. On avait aussi les musiciens, en fait, qui accompagnaient les séances de cinéma, donc avant qu'il y ait du son. Et donc la musique, je ferai une parenthèse sur la musique parce qu'il y a eu l'année dernière une masterclass, ou l'année d'avant je crois, sur la musique de film, avec un compositeur qui habite aussi Plouhinec qui s'appelle Erwan Kohi, qui avait fait une super présentation. Et le rôle de la musique au cinéma, c'est, disons, principalement d'accompagner les émotions. Après, historiquement, c'était aussi pour masquer les bruits des projecteurs qui faisaient beaucoup de bruit. Et du coup, le mot musique de fosse, par exemple, vient du début du cinéma, puisque les musiciens jouaient dans la fosse, juste en dessous de l'écran, et essayaient d'être synchrones au maximum avec l'image. C'est toujours la problématique aujourd'hui d'avoir un son synchrone à l'image. D'ailleurs, avec la télé numérique, on voit qu'il y a souvent des décalages entre les mouvements de bouche et puis le son des voix qu'on entend. Alors, ça ne devrait pas être le cas aujourd'hui. C'était le cas à l'époque tout simplement parce que le cadencement des projecteurs n'était pas régulier et que du coup, on n'avait pas 24 images par seconde comme aujourd'hui, quoi. Donc ça se décalait. Ça a été d'ailleurs le souci premier pour pouvoir mettre du son sur les films, puisqu'on avait des décalages qui s'effectuaient dans le temps. Donc encore avant l'apparition du son au cinéma, on a eu l'apparition des orgues de cinéma. Donc c'est comme un orgue d'église, sauf qu'au lieu d'émettre des sons d'orgue, on avait des bruitages en fait qui étaient purement mécaniques. On avait des sons de klaxon à l'intérieur. On appuie sur une touche, ça déclenche un son de klaxon, d'assiettes cassées, de trains à vapeur, etc. Voilà. Donc on avait des bruitages comme les synthétiseurs d'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui les sons sont enregistrés et placés dans la machine. Mais à l'époque, c'était vraiment mécanique. Et puis, on retient comme date clé du son au cinéma, c'est première parole synchronisée à l'image, c'est dans Le Chanteur de jazz, donc en 1927. Et le premier film complètement sonorisé, c'est l'année d'après, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est The Light of New York en 1928. Voilà, donc c'est juste vraiment un petit résumé, une entrée en matière là, pour l'arrivée du son au cinéma. Et maintenant, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, donc moi, mon métier, c'est chef opératrice son en tournage, donc vraiment de capter les sons sur un lieu de tournage. Et je fais également du montage son. Je vous en dirai 2 mots après sur la post-production, mais principalement, je suis plutôt sur le terrain. Donc au cinéma, généralement, pour peut-être les novices ici, on tourne avec une seule caméra, sauf bien sûr pour des scènes un peu compliquées avec des casses de voiture, des explosions, etc. Où là, généralement, on ne prend pas de son. On va refaire le son en bruitage, en studio. Voilà. Mais sinon, en cinéma, en film d'auteur, et en France, on est plutôt dans du cinéma d'auteur, on tourne avec une seule caméra, tout simplement parce que les éclairages et le son sont faits pour un point de vue. À partir du moment où je place plusieurs caméras, on va avoir un éclairage beaucoup plus diffus, et des micros placés partout, comme en télévision, comme en plateau télé. Et du coup, on ne sera jamais raccord à l'image.
C'est-à-dire, en gros, que le son et la lumière doivent s'adapter à la valeur de plan. Si j'ai un plan serré sur une personne, j'ai une voix qui est plus en proximité. Si j'ai un plan large, j'ai une voix qui est davantage marquée par l'acoustique du lieu, par l'atmosphère du lieu. Donc le son est un petit peu plus lointain. Sinon, ça manque de réalisme. D'où l'utilisation de micro-cravates, par exemple, en cinéma. On les utilise par sécurité, mais c'est absolument pas le son principal, parce qu'il va être tout le temps au même endroit, et donc il va avoir une dynamique et un son de proximité qui va être permanent et pas du tout raccord avec la valeur de plan d'image. Je vais revenir là-dessus juste après. Pour vous dire aussi que je vous montrerai l'équipement qu'on peut utiliser en tournage. Quand on est chef opérateur du son, alors chef, c'est pas parce qu'on commande des gens, on dit aussi chef opérateur de prise de vue, chef électricien, chef d'écho, etc. C'est juste en fait des responsables d'équipe et des cadres du cinéma, on appelle ça. Voilà. C'est aussi par rapport aux déclarations des fiches de salaire. Voilà, il y a les cadres, il y a les techniciens et les ouvriers. C'est juste un classement. Et donc, quand on accepte la responsabilité d'un film, c'est plutôt ça que ça veut dire, en fait, chef et cadre de poste. On me soumet un scénario en amont d'un tournage. On me dit, voilà, il y a tel budget pour faire le film et il y a tant de jours de tournage. Moi, je regarde le scénario et, en gros, j'évalue si c'est dans mes capacités, si ça me semble réalisable ou pas. Si moi, je ne le sens pas de le faire, parce que ça peut être tout simplement que les jours de tournage il n'y a pas assez de jours de tournage pour mener à bien le projet, je préfère refuser le projet plutôt que de m'y engager et de se rendre compte qu'en fait, on a des difficultés, que les journées vont être à rallonge, etc. Ou même quand on me propose un film de fiction sans assistant, quand on est chef de poste, on est avec le casque sur les oreilles, la mixette, et on récupère les différents micros, et on est responsable vraiment du son du film. Et on a un assistant qui va manier la perche qui est la modulation principale du coup. Quand de plus en plus en fait les budgets sont réduits au cinéma et on va me proposer des tournages, il n'y a pas d'argent pour avoir un assistant perche. Là, moi, c'est catégorique, je refuse de faire de la fiction sans assistant. Parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop fatigant, voilà, et que c'est la base au moins d'être deux au son. Il faut savoir qu'on est en équipe réduite au son. On va être généralement 2, voire 3 s'il y a un deuxième assistant, donc un deuxième perchman par exemple, alors que les gens qui vont s'occuper de l'image sont très nombreux. Ils vont être une dizaine par exemple. Là je parle de la fiction, pas du documentaire où on est en équipe plutôt réduite. Donc c'est pas évident de se faire entendre, c'est quoi de le dire, et puis de mener à bien aussi son travail quand on est en minorité comme ça sur un tournage. Et donc à partir du moment où on accepte de s'engager sur un film, on est responsable de toute la bande son. Ça veut dire que si en post-production, au montage son, il manque des sons, c'est de notre faute. C'est à nous d'aller les réenregistrer ou de les fournir au monteur. S'il y a des problèmes en mixage, parce que des sons ne sont pas intelligibles ou quoi, on est responsable également. On est responsable donc de l'intelligibilité des paroles. Ça veut dire qu'on se doit déjà d'envoyer un retour son au réalisateur sur le lieu de tournage pour qu'il puisse entendre ce qui se dit, parce que des fois les plateaux sont... on peut avoir des plans larges et donc le réalisateur va être assez éloigné des comédiens et pas forcément les entendre. Donc il faut qu'il puisse juger de la qualité de prononciation, du jeu des comédiens. Donc on envoie un retour au réalisateur, à la script et au cadreur, généralement. Et si nous on entend des paroles qui sont un peu avalées ou le texte n'est pas le même que la prise précédente, c'est de notre responsabilité d'être à l'écoute de ça et de le mentionner et de le préciser au réalisateur. Après, lui décidera de refaire la prise ou non, mais nous on le mentionnera dans un rapport son que je vous montrerai juste après. On mentionnera que la prise n'est pas exploitable par exemple et qu'on n'a pas pu la refaire. Donc effectivement, je vous dis, on est 2 dans l'équipe. La perche, c'est vraiment l'outil principal pour capter le son. Pourquoi acoustiquement parlant, une voix, elle projette vers l'avant et elle monte. Le son, voilà, est diffusé vers le haut. Donc, a priori, la perche, c'est la meilleure façon déjà d'être parallèle au cadre, avec la perche qui ne va pas être vue dans l'image, et pouvoir pointer le micro vers la voix. Bien sûr, idéalement, on mettrait le micro devant la bouche, mais on verrait le micro, donc on ne peut pas se le permettre. Donc finalement, faire du son à l'image, c'est quand même tout le temps des compromis, pour ne pas être vu,
On doit faire attention à tous les sons parasites, les caméras qui peuvent créer des sons un peu parasitant dans le micro. Donc, pour s'isoler au maximum du reste de l'équipe technique, on va utiliser des micros très directifs. Ça veut dire que le micro, quand il est dans l'axe de la bouche, il capte le son de façon correcte, mais dès qu'on n'est pas dans l'axe, voilà, on ne voit pas très bien, on est un peu derrière la tête, devant, sur le côté, ben ça détimbre. Ça détimbre, ça veut dire que ça décolore le son. Donc on va perdre des aigus, le son va être beaucoup moins intelligible. On peut aussi dissimuler des micros dans le décor. Par exemple, on a un plan large d'une scène avec un comédien en premier plan et un comédien en deuxième plan. Ça va être compliqué d'avoir le son du comédien en deuxième plan parce qu'il est loin. Soit je peux cacher un deuxième perchman dans le décor, soit on va cacher un micro sous une table, dans une plante verte, je ne sais pas. Enfin, voilà, on trouve des astuces pour pouvoir récupérer ce deuxième plan sonore. La perche, elle, va être au premier plan, mais même si la perche bascule un petit peu pour aller attraper le deuxième plan, le son sera trop loin. Il ne sera pas suffisamment précis. Et je reviens à mes histoires de micro-cravate. Si je mets un micro-cravate à mon comédien qui est en deuxième plan, je vais avoir un son plus proche pour le deuxième plan que pour le premier plan. Donc, acoustiquement parlant, nous, dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui est prêt, je vais l'entendre avec plus de son direct, donc plus précisément que quelqu'un qui est à une dizaine de mètres de moi. Voilà, tout ça va bien sûr dépendre de l'acoustique de la salle, etc. Mais on essaie de respecter au maximum la réalité sonore. Alors, je vous dis ça, et en même temps, le son au cinéma, c'est complètement artificiel. On isole tous les sons, on les prend un par un, et ensuite, au mixage, on va additionner, au montage son d'ailleurs, et au mixage, on va additionner tous ces sons, et essayer de recréer un espace réaliste. Alors qu'on va peut-être aller chercher, si la scène se passe sur une plage, peut-être que je vais prendre la plage... une plage de Lorient alors que le film est tourné à Brest. Voilà, on peut très bien aller chercher des ambiances qui sont ailleurs parce qu'elles vont raconter des choses, elles vont être davantage en lien avec le film. Ça, je vais y revenir après sur les ambiances. Donc on isole les personnages du décor pour pouvoir retravailler les voix une par une aussi en post-production, et bien sûr on s'adapte donc à la prise de vue. Après, il peut y avoir des exceptions. Là, je vous parle plus de réalisme sonore, de perspective naturelle du son, mais on peut aussi avoir ce qu'on appelle au cinéma le réalisme psychologique. C'est, imaginez, je reprends ma scène de plage, j'ai deux personnes qui marchent au loin, et donc on a des fois des plans serrés sur eux à l'image, et puis des fois on a des plans très larges, mais on les entend encore parler. Donc ça, c'est le réalisme psychologique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce serait bizarre qu'en plein milieu du dialogue, tout d'un coup, sous prétexte que la caméra est loin, on les entend plus. On a besoin de garder la continuité dialoguée. Donc on va les entendre, alors que dans la vie de tous les jours, on ne les entendrait pas. Et ça, pour le spectateur, c'est complètement admis. Donc voilà, le micro, c'est un peu notre caméra à nous, sauf qu'on peut en avoir plusieurs. On peut avoir plusieurs micros disposés dans l'espace. On en a d'ailleurs souvent plusieurs. Et puis on a un élément qui est très important en tournage, qui est le clap, qui ne fait pas partie du son, mais qui nous sert. Est-ce que vous avez une idée de ce à quoi sert le clap au cinéma? Voilà, c'est intéressant, vous dites du coup, d'ailleurs vous pouvez m'interrompre pour poser des questions, même s'il y a un temps de questions de prévu à la fin, mais n'hésitez pas au fur et à mesure aussi. Donc vous venez de dire, vous parlez du clap qui sert à démarrer la scène et à indiquer la scène qu'on tourne. Alors c'est intéressant parce que du coup, c'est pas tout à fait juste, c'est-à-dire que le clap il sert ni à démarrer une scène, ni à dire qu'elle est finie. Il ne sert pas du tout à ça, le clap. Parce que, donc, si on pense que le clap, il sert à dire action, hein, je dis action avec mon clap, le clap étant devant la caméra, quand on dit action, les comédiens commencent à jouer, il y aurait toujours un clapman dans le champ avec son clap qui essaie de se barrer discrètement, ça ne marche pas. Et en fait, on sait quelle scène, enfin, on sait qu'on va démarrer parce que voilà, on demande le silence sur le plateau, on demande à tout le monde de se mettre en place, etc. Donc le clap, il a deux utilités. La première, c'est d'indiquer la scène qu'on va tourner, parce que je vous rappelle, historiquement, on avait l'image sur des pellicules et le son sur des magnétos à bande. Alors encore aujourd'hui, on a l'image sur des caméras numériques et le son sur des enregistreurs numériques. Mais la caméra n'est pas censée prendre de son et l'enregistreur n'est pas censé prendre de l'image, enfin il n'en prend pas. Maintenant, on peut avoir des sons témoins dits sur les caméras, un micro témoin,
mais qui n'est pas un son fiable. Et à la base, il n'y avait pas de son. Donc pour pouvoir se repérer au montage, on a besoin d'identifier toutes les séquences. Donc voilà, séquence 1, scène 1, prise 1, etc. pour que l'équipe de post-production, qui n'est pas du tout la même que celle qui est en production sur le tournage, puisse se repérer. On a des milliers de fichiers quand on fait un film. C'est des mois et des mois de tournage et des mois, voire des années de post-production, pour du long métrage en tout cas. Donc on annonce la scène 1, prise 1, le perchman perche l'annonce pour que ce soit enregistré au début du fichier son. Le caméraman, lui, cadre le clap, fait la mise au point sur le clap pour qu'on ait bien l'identifiant. Et ensuite, on clappe pour pouvoir synchroniser l'image et le son. Donc en gros, une image, un film, c'est 24 images par seconde. Quand on ramène ça dans le logiciel, on va voir le clap qui se ferme tout doucement. Hop, il est fermé, l'image d'après, il est ouvert. En gros, un bon clapman, il clappe au 1/24e près de seconde. Et donc, on met un petit repère sur ce clap fermé dans le logiciel de montage. Au niveau du son, dans le silence, on voit ce qu'on appelle un son transitoire, donc un trait. Voilà, hein, le son, c'est des formes d'ondes, c'est des sinusoïdes. Quand on clappe, ça fait un trait. Dans le silence, on l'identifie tout de suite. Et donc, on aligne ce clap son avec le clap image et on est sûr d'avoir une synchro parfaite. Même si aujourd'hui, il y a des outils pour synchroniser l'image et le son, il y a des logiciels qui le font, en fait, ils font de la reconnaissance de formes d'ondes. Pour ça, il faut avoir un son témoin sur la caméra et le logiciel va comparer les sinusoïdes et dire « Ah, tiens, ça se ressemble, j'aligne. » Voilà. Ça se fait automatiquement maintenant, mais le clap est maintenu. C'est fondamental de l'avoir parce que des fois, on peut oublier d'avoir le son témoin sur la caméra. Et parce que voilà, c'est fondamental d'avoir l'identifiant de toute façon des prises. Et quand on a un clap qui est montré à la fin, souvent, c'est parce qu'on n'a pas pu clapper au début, pour des raisons soit techniques, c'est-à-dire qu'on a utilisé une focale qui permet d'avoir donc à l'image, on a utilisé un objectif qui permet en gros d'avoir le point sur les yeux du comédien, mais on est flou sur le nez, flou sur les oreilles. Donc on ne va pas commencer, vu que techniquement c'est compliqué à mettre en place, à bouger la tête du comédien pour mettre le clap à la place. Donc ça peut être pour cette raison-là, du coup on va clapper à la fin, ou alors parce que on tourne par exemple avec des enfants ou des comédiens qui en répétition sont excellents, mais dès qu'on lance le moteur et qu'on va la tourner, ils paniquent et ils n'y arrivent pas. Dans ces cas-là, il faut être très à l'affût de ce qui se passe sur le plateau, parce que le réalisateur va faire un petit signe comme ça en disant « Ok, on fait une dernière répète », et puis petit signe qui dit genre « On va la tourner en fait », donc là il faut bien regarder. Et donc, du coup, on ne clappe pas, parce que sinon, les comédiens, ils savent que s'il y a un clap, il y a une prise. Et on clappe, du coup, à la fin. Voilà. Et le clap de fin, tout est fait à l'envers pour pouvoir le reconnaître. C'est-à-dire qu'on va d'abord clapper en mettant le clap à l'envers, et ensuite, on annonce la scène. Voilà. Alors que le processus de début, clap de début, c'est j'annonce, c'est scène 1, prise 1, et je clappe à l'endroit, du coup. Et puis... au fur et à mesure des prises, on remplit ce qu'on appelle des rapports sons. Donc il y a la script, elle, qui remplit des rapports script. Elle va noter plein d'informations pour faciliter le montage, des infos sur l'image, sur les raccords, etc. Et nous, on remplit aussi nos rapports sons. Donc les prises qui sont bonnes, qui ne sont pas bonnes. Il y a eu une mobilette qui est passée à un moment donné, mais ça sert aussi, ce n'est pas que pour dire les défauts, c'est aussi pour, par exemple, si je fais 3 ambiances plage de 10 minutes, chacune des ambiances, je vais la documenter. Je vais dire, à 3 minutes 37, il y a un chien qui aboie. À 4 minutes 50, il y a un bateau qui arrive. Et je vais documenter comme ça toutes mes ambiances. Ce qui fait que le monteur son, quand il va travailler, il va se référer au rapport et il va se dire, tiens, ça m'intéresse, parce qu'au niveau de la narration, cette ambiance-là, elle va raconter des choses intéressantes. Donc là, juste pour répertorier les outils qu'on utilise, donc c'est des termes techniques, je vous laisse en prendre connaissance. On va mettre en fait le micro dans un windscreen, donc un écran, une bonnette en fait, qui va protéger un peu des déplacements d'air, parce que quand on bouge comme ça va faire des bruits dans le micro. Si en plus on est en extérieur, qu'il y a du vent, on va mettre un windjammer, donc un bloqueur de vent. On peut utiliser des paraboles qui vont rendre un micro directif encore plus directif pour faire par exemple des prises de son pour du documentaire animalier. La perche que vous voyez aussi en haut à droite, avec ce qu'on appelle un kit cool, une invention de bretonne d'un monsieur qui est en dessous de Rennes à Redon. Non, à Bru, pardon. Enfin bref. Et ça permet juste de pouvoir
c'est comme un porte-drapeau, mettre la perche sur ce système-là de porte-perche et de se libérer une main pour pouvoir, quand on est tout seul au son, et en documentaire on est souvent tout seul, par contre c'est des équipes réduites, de pouvoir gérer nos niveaux sonores avec la mixette enregistreur qui est juste en dessous, là, en bas à droite. Quand on est en fiction, on peut avoir recours aussi à ce qu'on appelle des roulantes. Donc une roulante, c'est tout simplement une caisse à outils dans laquelle on va ranger notre matériel et qui va nous permettre normalement d'être tout terrain, de pouvoir aller sur la plage, dans la forêt, etc. Donc voilà, ça roule. C'est tout simplement pratique parce que si je mets mon matériel dans des mallettes et dans des caisses, on n'est que deux au son, on a dit, bon, bah, une fois que j'ai une caisse dans les mains, j'ai plus de main. Et je ne vais pas faire des allers-retours dans le coffre de la voiture si la voiture est garée à 1 km du lieu de tournage. Et puis, donc, les rapports son dont je vous parlais, voilà comment ça se présente. C'est informatisé ou sur papier. Hein, la mixette que vous avez vue tout à l'heure, en fait, avec mon téléphone, moi, je me connecte en Wi-Fi sur l'enregistreur et je rentre mes métadonnées, c'est-à-dire mes informations sur mes fichiers avec mon téléphone. Voilà, je rentre mes informations, je cercle les prises qui sont bonnes. WT en haut, là, au milieu, c'est white track, c'est-à-dire un son seul, parce que ça peut arriver que j'aille faire des sons seuls, des bruits de pas, des bruits de porte, pour pouvoir fournir de la matière sonore au monteur son, des ambiances aussi. Donc tout va être noté, et bien sûr, toute la configuration. En piste 1, j'ai la perche. En piste 2, j'ai un cravate, par exemple. En piste 3, j'ai un autre cravate. En piste 4, j'ai une autre perche. En piste 5, j'ai... bon, bref, voilà, on peut mettre comme ça tous les micros dont on a besoin. Alors, c'est limité. Hein. En cinéma, on n'est pas en sonorisation ou en musique, où on peut avoir des centaines de pistes. Là... si on a déjà une dizaine de pistes, c'est déjà énorme en fait. Une fois qu'on a terminé le tournage, il y a d'abord l'étape de montage image, bien sûr. Donc voilà, le film va être monté avec le son synchrone, donc le son qui a été pris par l'ingé son, mais sans se poser trop de questions, d'aller chercher peut-être une autre prise. Peut-être que sur la prise 3 qu'on a choisie à l'image, on va prendre la prise 3 au son, et peut-être qu'après, le monteur son, lui, il ira prendre la prise 4. Ou un bout de la prise 4, parce que l'élocution est meilleure, parce que le ton est meilleur. Ça se fera dans un second temps. Donc d'abord, on fait le montage image avec le son direct. On pose quand même quelques musiques pour sentir le rythme, on pose des ambiances pour sentir l'atmosphère, mais c'est que des intentions. C'est-à-dire que le monteur image donne au monteur son, qui prend le relais derrière, des intentions de montage son. Ça se passe comme ça depuis qu'on a les plateformes numériques, les outils numériques. Historiquement, le monteur image il n'y avait pas monteur image et monteur son, c'était un monteur. Et il montait de l'image et du son en même temps. Les métiers, les spécificités là, de montage image, montage son sont apparus avec des logiciels dédiés. Donc ça a un peu splitté le métier. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, mais c'est comme ça que ça se passe maintenant. Donc ça veut dire que quand le montage image est terminé, on passe au montage son, et normalement il n'est plus question de retoucher au montage image. Parce que ce n'est pas le même logiciel et que c'est un casse-tête pas possible de bouger le montage image et de revenir dessus dans le montage son. Et une fois qu'on a fini le montage son, on passe au mixage. Le mixage, c'est le mélange de tous les sons pour rendre le son audible dans la salle de cinéma et avec des normes bien précises à respecter. Voilà. Et pareil, le monteur son peut donner des intentions de mixage. Donc il va peut-être faire déjà des modifications de timbre, ce qu'on appelle des égalisations, il va mettre des reverbs, enfin modifier les acoustiques, faire des placements dans l'espace, dans la salle de cinéma. Et ensuite le mixeur, lui, il saura déjà que les intentions, elles sont là, qui sont des intentions bien sûr validées par le réalisateur, et il les ajustera en fait en fonction de son métier à lui. Voilà, alors le son au cinéma, ça sert à quoi ? Quelques généralités déjà. Malheureusement, le son souvent est considéré comme un accompagnant. Voilà, on passe du temps à découper des scènes, on capte des images et puis on prend du son qui va avec. Alors typiquement, c'est ce qu'on va trouver en news, en reportage. On n'a pas le temps de vraiment créer une bande son et de penser les sons, donc on prend ce qu'il y a à l'image et point barre. Normalement, on va un petit peu au-delà de juste cette fonction d'accompagnant, notamment au cinéma. Il faut bien penser que le son, c'est la continuité dialoguée. Des bouches qui parlent sans son, on ne comprend rien. Donc, par exemple, je regarde un film dans mon salon, à un moment donné, je veux aller chercher un truc dans la cuisine, je monte le son, je vais
si c'est un film d'action, je vais perdre des informations. Si c'est un film avec plutôt des dialogues, je ne vais pas perdre d'informations. Je vais perdre les informations de visage, d'émotion, etc. Mais je vais quand même entendre le dialogue. Si au contraire, je coupe le son et je vois des personnes qui parlent, on ne comprend plus rien. Donc c'est fondamental en fait d'avoir un son correct, bien capté sur de l'image, surtout quand il y a des dialogues. On voit aussi par tout ce qui est dramatique radio, par exemple, fiction sonore, qu'on peut très bien raconter des histoires sans images. Quand on parle du coup de films muets, et on parle de films parlants aujourd'hui, clairement, muet et parlant, ça connote la parole. Ça, c'est juste pour prendre conscience que c'est l'élément le plus important à capter sur un tournage. Ça ne veut pas dire que les autres sons ne sont pas importants, ça veut dire que même au mix, il faut toujours qu'on entende les voix et que les autres sons ne viennent pas masquer les voix. Donc on va les déplacer, on va les déplacer dans le temps, on va les mettre à un autre endroit dans la salle de cinéma, on va les baisser en termes de volume. Il faut que la voix soit intelligible. Moi, c'est vrai que je trouve ça un peu limitant de dire film muet, film parlant. Je préfère parler de cinéma sonore, mais clairement, le premier élément qu'on a réussi à synchroniser dans le chanteur de jazz, c'était de la voix. Et c'est ça qui nous a vraiment préoccupés au début du son au cinéma. Alors, un petit extrait pour commencer. Sur du silence. Pardon, hop. Le cinéma parlant, c'est aussi l'invention du silence. Le silence qui suspend les dialogues et dévoile le sous-entendu, la dissimulation. L'œil se reporte sur les visages, les regards, les expressions de la physionomie, de sorte que le spectateur se récite à mi-mot le non dit. Salut. Au plaisir et bon amusement. Hein. Merci. Ah, dis donc. Ouais? Non, c'est... Alors que les répliques guident le découpage en chant contre chant, le silence qui les entoure est rempli des aboiements d'un chien. Ils ont arrêté quelqu'un à ta place. Qui? Raymond. Ah, c'est vrai, c'est ton pote, j'oubliais. Quand c'est qu'ils l'ont arrêté? Hier. Non, t'en fais pas, il fermera sa gueule. Allez, au revoir. L'insistance agressive de l'animal souligne l'intrusion des deux cyclistes. Et la gêne auditive des aboiements nous les désigne comme indésirables, porteurs de danger. Voilà, alors je ne vais pas reprendre ce qui a été dit dans l'extrait, c'est très bien expliqué, mais effectivement, l'arrivée du son cinéma, ça a permis aussi de pouvoir renforcer l'incident dramatique, on va dire, dans un silence, par exemple, mais toujours un silence habité, c'est-à-dire que l'absence de son n'existe pas au cinéma. Alors ça arrive exceptionnellement dans des films qui n'aient plus du tout de son, mais c'est assez surprenant. Souvent, on croit qu'il y a carrément une erreur technique, quoi. Donc le silence, il est habité, que ce soit des petits bouts de papier qui volent la nuit, que ce soit un fond d'air, voilà, il y a toujours du son. Et puis, ce qu'ils expliquent aussi là, qui est intéressant, c'est qu'avec le son, on peut travailler ce qu'on appelle le hors-champ. Alors, hors-champ par abus de langage, parce que le son, dans la vie de tous les jours, il est in tout le temps. C'est-à-dire qu'il est dans notre champ auditif en permanence. On dit hors-champ par rapport à la vue. Donc le chat qui miaule, en gros, c'est le chat qui est hors champ, c'est pas le miaulement. Et on peut travailler du coup ce hors champ en racontant des choses qui sont pas forcément à l'image ou en jouant sur l'attente du spectateur. Tiens, j'entends des bruits de pas, j'entends une voix, j'entends une voiture qui arrive, je la vois pas encore à l'image, mais qui est donc cette personne, ce personnage qui va arriver? Donc ça sert vraiment à jouer aussi un peu ce qu'on appelle l'effet cirque, c'est-à-dire roulement de tambour, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est vraiment des grands copains, image et son, ils fonctionnent ensemble, ils se répondent. On peut jouer sur un son net, une image floue, d'un point de vue sémantique, je veux dire. On peut faire dire plein de choses à l'image par le son. Tout ce qu'on appelle aussi les indices matérialisants, c'est quoi? C'est par exemple, quand on tourne dans un décor en carton, entre guillemets, les décors cinéma, c'est pas des vrais murs, c'est pas les objets sont factices.
Et c'est le son qui va nous faire croire que ce sont des matériaux nobles, du bois, du béton, voilà, c'est le son en fait, la résonance. Donc on va prendre des sons ailleurs, mais on va les mettre sur les impacts qu'on a à l'image, et on va croire en fait que le mur est dans un autre matériau que ce qu'il est en réalité pendant le tournage. Ce qu'on appelle donc les indices matérialisants. On voit aussi là dans l'extrait que alors le chien, c'est très typique. Un chien qui aboie dans un film, c'est signe de danger. Un chien qui aboie aussi à l'image ou qui grogne vers un personnage en début de film, c'est que ce personnage, a priori, va être considéré comme désagréable et un peu intrus ou ennemi dans le film, quoi. Donc l'aboiement d'un chien, ça a du sens. C'est pas l'ingé son qu'après une ambiance, bon, il y a un chien qui aboie, bon, bah, voilà, ça fait partie de l'ambiance. Non. Si on veut pas qu'il y ait le chien qui aboie, on va prendre une autre ambiance. Donc on va pas forcément prendre les ambiances qui ont été faites au moment du tournage, en fait, et qui sont faites d'ailleurs à part des dialogues, etc. On part avec ces micros et on va faire des ambiances. On les fait pas en même temps que les dialogues. Donc voilà, si je veux avoir, je sais pas, une atmosphère un peu légère d'une campagne, par exemple, bah, je vais éviter qu'il y ait des chiens qui aboient, qu'il y ait un fond d'air un peu grave. Vous savez, des fois, on a, je sais pas, comme des nappes, une tonalité un petit peu grave. Ça peut être des circulations de voitures ou quoi, et ça donne quelque chose d'un peu d'anxiogène. Il y a des ambiances, des campagnes plus anxiogènes que d'autres, et c'est par le son. Donc quand on veut que ce soit léger, on prend une ambiance légère. Quand on veut que ce soit effectivement lourd, on va prendre une ambiance plus lourde. Et tout ça, c'est par tous les petits sons qui vont composer ce paysage sonore. Donc les catégories de sons qu'on trouve au cinéma, c'est les dialogues, les bruitages, ou les sons qu'on va prendre, les bruits de pas, tout ça, les ambiances et la musique. Et chaque son a un rôle à jouer. Bon, les dialogues, évidemment, c'est toute la narration, mais pas que. C'est aussi quand on va travailler l'écriture des dialogues, il faut se renseigner sur le ton, sur la langue. Si je veux toucher tel public, je ne vais pas utiliser le même vocabulaire, etc. Donc on va travailler déjà le contenu textuel. Et puis ensuite, en fonction du casting qu'on va faire, on fait un casting image, mais on est censé aussi écouter la voix des comédiens. D'ailleurs, ça a été un peu le grand drame quand on est passé du muet au parlant. C'est qu'il y a des comédiens qui se sont retrouvés complètement sur le carreau parce que autant ils savaient surjouer sans son, mais alors quand il a fallu parler, ils avaient des voix mais juste hyper désagréables, ou ils ne savaient pas en fait jouer avec leur voix. Il n'y a plus besoin d'en faire des caisses quand on parle. Donc voilà, ils se sont retrouvés sur le carreau, quoi. Et donc avec cette voix, on va pouvoir effectivement proposer un visage vocal, une identité, et jouer sur ces rapports. Peut-être que l'image va dire quelque chose et que le son va dire autre chose. Tiens, il ment, parce que sa voix, elle ne sonne pas juste. Donc on peut jouer là-dessus, et ça, c'est vraiment la direction d'acteur. On peut faire des choses extraordinaires en jouant sur ce synchronisme ou non-synchronisme émotionnel, on va dire, entre l'image et le son, quoi. Après, par contre, je ne parle pas du synchronisme mouvement des bouches. Là, c'est clair qu'il faut que ce soit hyper synchro, parce que là, on a un flottement, ce qui est insupportable dans la télé numérique aujourd'hui. Il y a permanence des gens qui regardent des trucs complètement décalés entre le son et l'image, et ça les gêne pas. C'est le fait que ce soit désynchronisé, en fait, tout ça c'est complètement inconscient, là, tout ce que je vous dis, hein. C'est des choses qu'on reçoit dans les salles de cinéma ou à la télé, mais qu'on ne se rend pas compte du chien qui aboie, etc. Mais le synchronisme parfait image et son, ça permet tout simplement d'atteindre plus facilement l'inconscient du spectateur, quoi. Vous prenez deux hommes politiques qui tiennent un discours, il y en a un qui est synchrone, donc quand il parle, le son il est en même temps que sa bouche, et l'autre il n'est pas synchrone. Peu importe vos idées politiques, vous allez adhérer à celui où c'est synchrone, quoi. En gros, enfin j'exagère un peu, mais c'est presque ça, parce que voilà, ça va être beaucoup plus cohérent, quoi. Le discours va être plus juste, moins flou. Voilà, donc ça c'est pour la voix des personnages, et puis on a aussi bien sûr des fois des voix off, donc la voix du narrateur qui va venir préparer l'auditeur, le guider dans la narration, et suivant le ton de sa voix, préparer aussi émotionnellement en fait le spectateur. Alors, petit extrait sur la voix. Camille, tu la connais très bien. Oui, je vois qui c'est, mais j'ai une mémoire sélective. Les gens qui ne m'intéressent pas, je les reconnais jamais. Écoute, c'est pourtant pas un visage qu'on oublie. Peut-être pour toi, moi, si. Puis elle avait un espèce de truc sur la tête.
Une toque? Oui. Bah alors c'est sûrement elle. Elle était sûrement avec lui. C'est pas possible. La voix, c'est un élément du jeu de l'acteur, un élément de la personnalité de l'acteur qu'on peut diviser pour la commodité en deux parties qui ne sont pas dissociables évidemment, mais pour la facilité de l'explication, il y aurait d'une part ce qui est plus intérieur, c'est-à-dire le timbre tel qu'il est formé par les cordes vocales, qui est vraiment complètement dans le corps, et aussi un dispositif d'expression qui est notamment gestuel. Ce qu'on pourrait appeler le geste vocal, c'est l'ensemble de ces manifestations. La voix, au fond, a quelque chose à voir avec le corps, dans un sens très intime, qui fait que l'acteur est reconnaissable, a une identité vocale, notamment par la couleur, c'est-à-dire ce fameux timbre, qu'il peut moduler, mais peut-être moins aisément quand même que le geste et l'ensemble des dispositions qui sont de l'ordre de la prononciation, aussi même des gestes des mains, du corps entier, qui sont d'ailleurs une détermination du personnage à travers des caractéristiques sociales constituées, enfin, acquises. D'ailleurs, elle vient de quitter le type en question, mais... Tiens. Rémi, c'est pas quelqu'un à se mêler des problèmes sentimentaux des autres. À moins que ce soit pour des raisons professionnelles. Professionnel, c'est toujours ce qu'on dit dans ces cas-là. Hein. Assez, Octave. T'emballes pas, sinon j'aurais l'impression d'avoir vraiment tapé juste. La puissance de la voix est considérable au point qu'il y a une image sur une voix non cinématographique, en situation acousmatique, muette en radio par exemple, qu'on imagine tout de suite un personnage à travers un timbre, à travers une manifestation vocale. Donc la voix, l'ambiance. Donc l'ambiance, je vous dis, on va aller les capter en dehors des scènes. Donc je vais aller capter des ambiances dont a besoin le réalisateur pour son montage. Généralement, on utilise un dispositif microphonique un petit peu plus conséquent, ou au moins de la stéréo, c'est-à-dire au moins 2 micros pour pouvoir capter des déplacements d'événements sonores, de la profondeur de champ, et vraiment avoir un espace acoustique. Donc cette ambiance, quand on va l'ajouter par-dessus les dialogues, elle va redonner en fait vie au dialogue en plaçant dans un environnement, et on peut en superposer plusieurs. On peut avoir 2-3 ambiances superposées sur les avants, par exemple, les avants derrière l'écran sur les haut-parleurs avant, et d'autres ambiances à l'arrière. On peut en avoir vraiment plusieurs de superposés. Chaque ambiance va raconter quelque chose de différent ou va se compléter. Et elles vont vraiment être choisies. C'est pas juste le lieu d'enregistrement, le lieu de tournage. Et cette ambiance, elle va permettre aussi de lier le montage image. C'est-à-dire qu'une ambiance posée, je reprends ma plage, voilà, comme on parle de l'eau, donc je reprends la plage, avec une ambiance continue, donc on va pas couper, on va pas mettre plein de bouts d'ambiance les unes après les autres sous prétexte que l'image bouge. On va garder une ambiance linéaire avec des événements qui se poursuivent, passage de voiture, voilà, on entend la voiture arriver et partir, et du coup l'image va pouvoir découper son action comme elle l'entend, avec des plans serrés, des plans larges, etc. Ça va permettre vraiment d'uniformiser tout le montage image. Pour certains, l'ambiance ne serait que l'enregistrement du lieu scénique, une sorte de bruit de fond, un petit supplément de réalisme. En fait, l'ambiance définit un lieu. Des sons soigneusement choisis forment un paysage sonore, un univers auditif qui complète et souvent déborde le décor visuel. En même temps, le son d'ambiance, par sa continuité même, efface et colmate les ellipses du montage, recouvre les sautes visuelles, favorise le raccourci des séquences.
Les effets, les bruitages. Alors, je dissocie effet, bruitage. Ça, après, ça dépend des ingé-sons. On peut parler d'effets ou de sons seuls quand on prend les sons sur le lieu de tournage. Voilà, je vais prendre des bruits de porte, etc. sur le lieu de tournage, tout seul, en son seul, pour préparer le montage. Et puis, je peux aussi aller chercher un bruit de porte ailleurs, sur un autre lieu, parce que le bruit de la porte qui est sur le lieu de tournage ne convient pas au réalisateur, ou le bruit du réveil, etc. Et puis, on peut être aussi amené à devoir refaire des sons en studio, et donc là, on parle plus de bruitage, parce que c'est un bruiteur qui vient manipuler des objets et refaire des sons à l'image. En tout cas, les sons seuls, donc voilà, quelqu'un qui frappe à la porte, un téléphone qui sonne, une voiture qui arrive, etc. C'est généralement un élément qui vient rompre la continuité narrative et il va se passer quelque chose a priori, ou pas. Mais en tout cas, il y a un événement sonore qui arrive et qui vient rompre, qui vient annoncer une bifurcation dans le cours de l'intrigue. Alors, je vous donne, ça c'est un petit... c'est pas un petit quiz, mais juste j'ai une petite feuille qui parle des clichés sonores, c'est-à-dire que le cinéma, je vous dis, depuis le début, on essaie d'isoler les voix, on essaie d'être au plus proche de la réalité, et en même temps, c'est complètement artificiel et c'est bourré de clichés. Et il y a plein d'événements dans les films qui sont improbables, acoustiquement parlant, dans la vie de tous les jours. Alors, par exemple, quand on voit des animaux à l'image, qu'est-ce qu'ils font, généralement? Je parle bien du son. Hein. Je vois un chat qui passe à l'image, qu'est-ce qu'il fait, le chat? Il miaule. Si vous, dans la rue, dès que vous croisez un chat, il vous regarde en faisant miaou pour dire « je suis un chat », ce sera un peu chiant. Bon, donc tous les animaux, toujours, ils vont faire leur son à l'image. Quand on a des nuits d'été, l'ambiance, on va toujours avoir des criquets, des grillons. Et puis si c'est un petit peu angoissant la nuit, on va entendre des chouettes qu'on ne voit jamais. Voilà, parce qu'elles sont ajoutées. Donc les chiens montrent en aboyant qu'ils savent qui est le méchant dans l'histoire. Dès qu'on voit aussi des bicyclettes, des vélos qui passent, elles font dring-dring, tout à fait. Les balles ricochent aussi, donc les tirs, les balles ricochent, les bombes tombent toujours en sifflant. Quand on a une explosion à l'image, elle dure une bonne minute. Hein, une explosion, c'est beaucoup plus bref que ça, en fait. Enfin, bon, je ne vous souhaite pas d'en entendre, mais c'est beaucoup moins impressionnant que ce qu'on entend dans les films. Qu'est-ce que font les pneus de voiture aussi, même à 30 à l'heure? Et voilà, ils crissent. Dès qu'on voit quelqu'un à l'image qui appuie sur un bouton, le bouton fait bip ou crac. Enfin, en tout cas, il fait du bruit. Hein. Imaginez au quotidien, dès que vous appuyez sur un truc, ça fait on deviendrait complètement fou. Hein. Dès qu'on a quelque chose qui se passe sous l'eau, on entend des bulles. Il y a toujours des bulles sous l'eau. Toutes les portes au cinéma grincent. Voilà, donc il faudrait mettre un peu de W40. Quand il y a des scènes qui se passent dans des grandes villes la nuit, on entend des sirènes. Et à chaque fois qu'on s'approche d'une voiture de police dans une grande ville, on entend la radio. On entend la radio qui émet. Je ne pense pas que la radio émet en permanence dans les voitures de police. Ça doit être très très fatigant sinon. Vous remarquerez aussi qu'on peut toujours parler à côté d'un hélicoptère dans un film. Pas de problème, on entend très très bien ce que disent les gens. Hein, donc ça c'est complètement impossible évidemment. Et puis les Américains, quand ils viennent faire une scène à Paris, on entend toujours, alors là me dites pas la Tour Eiffel s'il vous plaît, elle ne fait pas de bruit, de l'accordéon. Voilà, toujours les Américains, un accordéon quand on tourne à Paris. Et si vous avez aussi un personnage qui prend un micro dans un film, on a toujours un petit Larsen. Et voilà, parce que c'est que des mauvais ingé-sons, en fait, toujours dans les films. Voilà, donc toujours le petit Larsen. Et en fait, le petit Larsen, il a un rôle. Imaginez, j'ai un plan large, des gens qui parlent au premier rang, et puis derrière, il y a la scène. Le fait d'avoir ce petit Larsen va permettre de diriger le regard du spectateur vers la scène. Ça a vraiment un sens. C'est pour amener le regard du spectateur vers la scène et on sait qu'ensuite on va avoir un gros plan sur la personne qui parle. Donc ça guide vraiment l'image. Enfin, c'est vraiment l'image et le son se répondent en permanence. Alors, Rouge comme le ciel, c'est un film qui est vraiment très très chouette et qui a été utilisé comme support pédagogique aussi pour les écoles. En fait, c'est l'histoire d'un ingé-son, c'est basé sur une histoire vraie, c'est un ingé-son italien qui, petit, a eu un accident et est devenu aveugle.
Et à l'époque, dans les années 70-80, je ne sais plus exactement, les aveugles, on les mettait dans des institutions pour être formés à des métiers de base, parce qu'on considérait qu'ils étaient handicapés. Et lui, dans cet institut, il tombe sur un magnéto à bande et il commence à faire des prises de son et du montage son avec sa tablette pour lire le morse. Il s'en sert en fait pour faire du montage son sur bande magnétique, donc coupé, collé, etc. Et il fait tout un montage sur les saisons. Donc on voit notamment comment capter l'eau, par exemple, ou la pluie, comment est-ce qu'il s'y prend. C'est un film qui est vraiment chouette, rouge comme le ciel. Mirko, ma dove sei? Shh. Stai zitto, mi fa scappare gli uccellini. Uccellini? Ma che sei diventato pazzo? Senti Felice, mi devi dare una mano. Aspetta un attimo. Aspetta. Dai, andiamo. Dove sei? Sono qua. Andiamo. Felice, ancora più forte, dai, ok. Oh, chiudi, sta bagna, chiudi! Chiudi! Ricerca? Che ricerca? Su mestieri. Allora? Devi cominciare dal tuo. Dal mio? Ah, vabbè, se lo dice il dono. Però ragazzi, state attenti a non farvi male, eh? Va bene. E non ci fate perdere tempo, che qua non si scherza, si lavora. Ti dai uno sguardo, Via di qui, Wow, bello! Senti questo. Hai sentito? E cosa sarebbe? Il vento, no? Ah, me lo potevi dire prima. Io lo so fare bene il vento, lo sento sempre. Senti? Senti, ma per le api come facciamo? Non possiamo farlo, è impossibile. Ci vorrebbe un alveare vero. Ho un'idea. Facciamolo con la bocca. È vero. Io so fare il calabrone. Senti. Aspetta, fermo. Vai ora.
Alors, est-ce que vous connaissez ce petit extrait aussi ? C'est vraiment, en plus, c'est en lien avec l'eau, parce que c'est des bruiteurs qui recréent tout le son d'un film, d'un pêcheur qui part en mer. Donc c'est plus une performance qu'une vraie séance de bruitage, je pense, vu la mise en scène, mais ils ont préparé le studio pour rebruiter la séquence. Belle performance des bruiteurs. Donc, normalement, on a plutôt un bruiteur qui est devant son micro, qui va prendre des objets un par un, qui a une grande valise avec plein d'objets. C'est un peu le mystère du bruiteur qui est créateur de son, en fait, et qui détourne des objets du quotidien. Le micro ? Ah oui, pardon, j'ai oublié. Et voilà. Un autre extrait aussi, juste dans la continuité du son au cinéma, les petits extraits que je vous passais à chaque fois sur la voix, l'ambiance. On a aussi un extrait qui est très intéressant, qui parle justement des sons seuls et puis des bruitages, des effets. Alors je voulais vous passer celui-là aussi. La façon de marcher exprime les intentions et révèle même les pensées des personnages. La démarche produit des sons, les sons produisent du sens. Le bruit des pas complète l'image silencieuse du visage et des mains. Par ailleurs, le récit est très elliptique, mais le raccord de séquence à séquence est facilité par des sons proches par leurs matériaux, leur timbre. Le son donne vie à l'image. Moi, je crois que si on fait un bruit de pluie sans la pluie, le public croira qu'il a plu. Et si vous voyez la pluie sans le bruit de pluie, je suis sûr que le public ne se laisse pas toucher par la pluie. Vous pouvez faire un ciel bleu et un grondement de tonnerre au loin, vous sentez... c'est tout juste si vous ne croyez pas que l'orage est là. Enfin, on sait qu'il s'approche à grands pas.
le grondement du tonnerre. Ça, c'est des sons qu'on connaît, donc qui vous suggèrent tout de suite des images que vous connaissez vous-même de la vie, etc. Mais ce qu'il faut éviter, ce qui est intéressant dans les ambiances, comme vous dites, c'est justement, ça je l'avais déjà dans la préface. Les mouettes, parce qu'on est au bord de la mer, à retirer. Les crapauds, parce qu'il y a un lac ou un zoo, à retirer. Tout ce genre de bruit qui vous suggère d'autres films que vous avez vus avec des mouettes, ou le téléphone qui sonne, vous savez, dans les séries américaines, vous rentrez dans la pièce, vous entendez un téléphone qui sonne, vous savez déjà que c'est le même téléphone dans toutes les séries. Il doit y avoir des bandes-sons toutes prêtes, là, sans doute. Et ça vous suggère. Donc c'est très grave d'employer un son qui est trop connu, qui vous suggère quelque chose que vous connaissez déjà et qui ne colle plus avec l'image. Alors il faut créer sa propre ambiance, sa propre atmosphère. Les bruits, les silences et les regards s'accordent. Pas de paroles, mais des frôlements, des bruits de vêtements, des bruissements de harnais, des sons voisins qui se ressemblent et se répondent. L'entente sensuelle des jeunes gens est suggérée par la proximité presque tactile des sons. La musique focalise maintenant sur l'émotion d'un amour qui ne sera jamais vécu. Le retour à la caserne est désigné par le crépitement des sabots dans la cour, sans qu'on ait besoin de revoir les lieux. En fait, le son travaille sur la mémoire du spectateur. Il a une durée de vie dans le temps mental de l'histoire. Effet d'annonce et de rappel. Tantôt prémonition, tantôt résurgence. La mémoire auditive dialogue avec la mémoire visuelle. Un film, c'est comme une symphonie. Vous avez des fortes, des andantes, etc. Si vous écoutez une symphonie qui n'est faite que d'andantes, elle est insupportable. Il faut tout le temps que le rythme change. Le rythme, ça n'a rien à voir avec un débit rapide ou un débit lent. Le rythme, à mon avis, c'est encore le son, c'est le ton, c'est le niveau de ton, c'est les ruptures de ton qui vient de donner. Le son est vraiment capital. Plus vous travaillez le son, plus vous êtes un fanatique du son. Voilà, belle conclusion. Effectivement, il faut faire très attention de ne pas aller chercher, je dis ça aux étudiants souvent, allez pas puiser des sons dans des banques de sons que tout le monde utilise. Il y a le fameux cri de Willem là, qui est utilisé dans tous les films d'horreur et tout ça. Ça, c'est pas très grave parce que c'est cliché, mais il faut bien penser que l'inconscient, on parle à l'inconscient aussi d'un spectateur dans une salle quand on fait un film. Et que du coup, à partir du moment où, dans son inconscient, il entend un son qui lui rappelle un autre film, eh ben, ça va le mettre dans une émotion liée à cet autre film, qui n'est plus en lien avec le film qu'il est en train de regarder. Et là, c'est perdu pour le réalisateur. Et ça, du coup, c'est fondamental de bien faire prendre conscience de ça aux réalisateurs en leur précisant qu'il faut vraiment prendre le temps de faire des sons seuls sur le lieu de tournage. Et de ne pas se dire, oh, on s'en fout, on verra ça en post-prod, on prendra des sons d'une banque de sons, c'est bon quoi. Voilà, et c'est pas toujours facile à faire entendre parce qu'on manque de temps sur les lieux de tournage et que la priorité, elle est donnée à l'image. Je peux pas le cacher, c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe quand on veut. Voilà. Donc moi, je le prends sur mon temps perso pour aller faire des sons. Une petite parenthèse, j'utilise une technique un peu particulière là, vraiment juste pour faire du collectage de la balade sonore, ce qu'on appelle le son binaural, qui est du son dit 3D en fait qu'on écoute au casque, on place des micros dans les oreilles, on utilise des têtes artificielles avec des formes de pavillons d'oreilles, ce qui permet de capter le son 3D tel que nous, on l'entend dans la vie de tous les jours. Donc moi, ça fait 15 ans que je collecte des ambiances dans différents pays comme ça. Je suis ravie parce qu'aujourd'hui, je peux enfin les partager avec des gens qui se lancent dans la création de podcasts radio, notamment en son binaural, et qui manquent cruellement d'ambiance naturelle comme ça. Et voilà, tous les sons sur un tournage, tous les sons que je peux récupérer, je les archive, je les documente et je les classe. Donc je fais vraiment un travail aussi de sonothèque. Et ce qui est super, c'est quand je réutilise certains sons
pour un autre film, pour un montage son par exemple, bon ça va, moi je fais pas non plus 12 000 films, donc les gens vont pas se dire « Oh, j'ai déjà entendu ce son de Lucie Ardouin dans un autre film », non ça va, ça n'arrive pas. Mais par contre moi ça me permet quand je monte de me replonger dans un souvenir de prise de son. Et ça c'est génial, enfin voilà, même le principe de paysage sonore, de carte postale sonore, je prends pas beaucoup de photos en voyage, mais je prends des sons. C'est ma façon à moi de garder des souvenirs d'un territoire, voilà. Je laissais juste ça affiché. Je voulais aussi vous parler comme on a Philippe ici présent qui est intervenu pour les films de Jacques Tati hier. Bon, vous connaissez les films de Jacques Tati, mais c'est génial sa façon d'utiliser le son. En fait, il va caractériser notamment des personnages justement par des bruits de pas, là dont on parlait. Les bruits de pas vont déjà donner une identité au personnage. Un gros monsieur avec des petits pas des bruits de pas de petite fille, bah on sait que ça va être plutôt quelqu'un de gentil, de crédule, d'attentif, de bienveillant. On peut avoir une dame toute frêle mais avec des pas militaires. Donc on va comme ça détourner le son, l'image de son synchronisme, on va dire, par un son qui n'a rien à voir avec ce qu'on devrait entendre. Et ça crée des surprises magnifiques quoi, dans ces films. Et en plus, donc, tout est fait en fait en studio, hein, dans les films de Tati, hein, la majorité en tout cas. Et on a vu Les Vacances de Monsieur Hulot hier. Et il y a très peu de sons d'ambiance, pour le coup. En tout cas, dans Mon oncle, par exemple, il y a très peu de sons d'ambiance. C'est que des sons d'objets comme ça qu'on a dans l'espace et qui va permettre au spectateur de pointer son regard sur des événements importants qui sont pointés par le son réellement. Faut savoir, je dis pas de, ça va. Faut savoir aussi que dans les films, tous les mouvements, les films de kung-fu, tout ça, bah, en fait, on comprendrait rien au mouvement s'il n'y avait pas le son qui vient pointer par des cris, par des bruits, ça n'aurait aucun sens. Ou donc ça, on appelle la plus-value, disons, ajoutée par le son, c'est de pointer les mouvements. Mais aussi dans Star Wars, par exemple, il y a le plus, je sais plus comment ça s'appelle cet effet, mais bon. En fait, techniquement, c'était compliqué de faire se fermer une porte de forme un peu étrange là, dans Star Wars. Et du coup, ils ont enchaîné à l'image un plan cut d'une porte ouverte et d'une porte fermée. Et avec le son, le chuintement de la fermeture de porte, on a l'impression que la porte se ferme. Or, elle ne se ferme pas à l'image. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent être utilisées aussi pour simplifier l'image, tout simplement, quoi. Des choses qu'on peut raconter par le son qu'on ne peut pas faire techniquement à l'image. Ce n'est pas possible. Il faut que je m'arrête pour savoir ce qu'il j'attends votre visite, on ne vous voit jamais. Oh, ça pour une surprise. Je ne voulais pas vous déranger. Je vous avais en plein travaux. Le jardin est à peine terminé. En effet, je vois. Mais c'est que tout ça a pris du... Oh, vous voyez, ça commence à prendre tournure. Alors le hall, vous connaissiez. Bravo. Oh, c'est si pratique, tout communique. Oh, c'est sûrement Gérard. Je vous en prie. Tu n'entres pas? Et comme vous le voyez, les pièces sont bien orientées. Elles donnent toutes sur le jardin. C'est très joli. Je vois que vous regardez mon chapeau. Oui, vous allez toujours chez la même modiste? Oui. Oh, moi je suis tellement difficile à chapeauter. Mais non, ne dites pas ça. Rentrons voir Gérard. Gérard, mon chéri, dis bonjour à Madame Dubreuil. Oh, Gérard, voyons, sois gentil. Excusez-le, vous savez. Gérard, range tes affaires. Et je t'en supplie, ne dérange rien. Oui, retire tes chaussures. Lave-toi les mains et en frottant. Gérard, tu m'écoutes? Gérard. Oui, maman. Gérard, accroche ta veste correctement. Et mets tes chaussons. Vous avez remarqué? Il ne me répond même pas.
Oh, pour se faire obéir, je vous assure, c'est pas facile. Oh, mais vous ne m'étonnez pas. Par contre, quand son oncle vient le chercher, oh, alors là, ça va tout seul. Ça, pour s'amuser, il n'est pas le dernier. Oh, déjà, on bavarde, et je vous empêche de vous occuper de votre intérieur. Oh, vous savez, avec ces maisons modernes... Si, je me rends bien compte de ce que représente votre cas d'une faillit. maison comme la vôtre. Ah oui, c'est du mal. Avouez-le, vous aimez bien ça. Oh, vous êtes terrible. Je m'en vais, au revoir. Je vous laisse aller jusqu'à la grille. Oui, je connais le chemin. Au revoir. À bientôt. Non, c'est moi, allons. Viens vite, viens vite. Ne fais pas de bruit. Viens voir comme il travaille bien. Regarde. Comme son père. Il est juste la demi. Je peux y aller? Oui, ouvre. Comme tous les soirs, à la même heure, l'émission télévisée du professeur Platoff. Aujourd'hui, à vous de réfléchir. Et comme on parlait de l'eau, je voulais juste terminer avant les questions par un petit bruitage qu'on ferait tous ensemble, essayer de recréer dans cette salle de cinéma une pluie. Voilà, un son de pluie. Donc, on va former des équipes. Alors, qui sait claquer dans les doigts? Claquer des doigts, plutôt. OK? Alors, il y en a trop. Bon, ça, on va dire une dizaine de claquements de doigts. Après, il me faudrait une dizaine de tapotements dans le creux de la main, comme ça. Voilà, alors qui va démarrer doucement et qui va s'accélérer. On commencera par les tapotements. Donc, on va dire que l'équipe 1, c'est les tapotements. Je sais pas, on fait 1 sur 2, par exemple. L'équipe 2, c'est les claquements de doigts. Et l'équipe 3, c'est les sacs plastiques. En gros, on va avoir d'abord, pour commencer, les petits tapotements qui vont de plus en plus vite, qui démarrent, voilà. Après, alors quand je ferai 1, ça va être ça. Quand je fais 2, ça va être les claquements de doigts. Et 3, il faut juste vraiment bouger délicatement, voilà, les sacs plastiques. Voilà, comme ça, carrément. Alors peut-être les sacs plastiques, vous pouvez venir un tout petit peu plus devant, parce que je sens qu'ils ne sont pas très sonores, là, les sacs plastiques. Qui a des sacs plastiques dans la salle? Ok, alors, je pose ça, tac. Je me casse quand même pour vérifier. Tac. Ok, alors je lance l'enregistrement. Ça fait ça, la recette, ça. Vous avez déjà entendu quand même avec vos oreilles que ça ressemblait... Non, on va quand même l'écouter du coup. Bon, on va l'écouter en mono, c'était une prise stéréo, mais on est en mono depuis tout à l'heure, c'est pas grave. Hein. Donc ça veut dire que le son en fait sort d'un seul haut-parleur, pour petite précision quand même. Tac. Alors, hop.
Fermez les yeux. Et le jeune homme de fin. Voilà, bon, à peu près, quoi. Hein, c'est fait. Faut soigner ça un peu mieux normalement, mais bah, bravo à vous, super. Et puis voilà, du coup, je passe direct aux questions. Il y a 2 choses que je vous ai pas montrées, mais c'est pas grave. Mais finalement, aujourd'hui, dans les films annonces, spécifiquement sur le cinéma commercial, peut-être, ouais. On a quand même toujours les mêmes sons. Clairement, les mêmes effets. Quand il y a un sabre ou je sais pas, une épée, c'est toujours le même bruit. Et finalement, il faut peut-être les éviter, mais commercialement, c'est ce qui marche. Bah, je pense que là, du coup, pour effectivement les gros blockbusters ou quoi, ils jouent justement sur ce cliché sonore. Parce que du coup, ça doit résonner dans l'inconscient du spectateur comme un son déjà connoté qu'un autre film qui a marché, ou peut-être ils utilisent justement cette conséquence pour, je sais pas, améliorer le film, entre guillemets, quoi. Et parce que c'est plus simple aussi, j'imagine, que de recréer les sons. Voilà, comme dans la pub, on utilise des recettes qui marchent, quoi. J'imagine, je sais pas, hein, parce que moi je travaille pas sur des films. J'imagine que ça rassure le spectateur, ou un peu comme les musiques d'ambiance, enfin pseudo-ambiance que je trouve un petit peu anxiogène dans les supermarchés, par exemple. Ouais. Mais là, on retrouve toujours les mêmes voix aussi, c'est toujours la même voix off. Ouais. Maintenant, le retour, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours la même chose. Ouais. Et les sons sont particulièrement les mêmes. Ouais, mais c'est clair, je pense effectivement, ça rassure à la fois le spectateur, l'auditeur, mais ça rassure aussi ceux qui font ces objets audiovisuels, parce que au final, on parlait hier du film Iceberg, moi j'ai trouvé génial, et on dit c'est un peu un ovni effectivement, et aujourd'hui on a l'impression qu'on veut plus déranger les gens, on veut plus trop les surprendre, on reste dans des trucs qu'ils ont l'habitude d'entendre, de voir, parce que faut pas sortir trop des sentiers battus, parce qu'on prend des risques sinon, quoi, en fait, c'est ça, quoi. Donc moi je pense que tout ce qui est grosse production, les gens ils utilisent des recettes qui fonctionnent pour que les salles soient pleines, pour que les gens reçoivent ça, parce que c'est à partir du moment où on connaît quelque chose, on est à l'aise, en fait. L'inconnu fait peur, donc un son qui va être un petit peu différent. Les films de Tati, par exemple, je pense que ça surprend vachement les gens au départ d'entendre du son de cette manière-là, qui est absolument pas réaliste par rapport à ce qu'on devrait entendre, quoi. Et ça fait peur. Enfin, c'est juste, je pense, des réflexes d'humain. L'inconnu va faire peur. On utilise des sons qui sont ultra connotés, connus. Les téléphones, par exemple, dans toutes les séries américaines, c'est des sons d'iPhone. Mais tout le temps. Et qu'est-ce que ça fait ? J'imagine qu'il y a du placement de produits aussi là-dedans, quoi. Enfin, voilà, il y a comme quand il y a des bouteilles de coca, machin, placement de produits dans les films. Bon, là, je sais pas s'ils mettent, j'en sais rien, je dis ça peut-être, je sais pas, ils mettent peut-être des sous dans les films, ou Apple, ça fait classe par rapport à un bruit de Samsung qui est un peu plus cheap, j'en sais rien, non, mais tu vois, on n'entend pas le sifflement là, je sais plus comment ça fait, là, le truc insupportable, mais on entend des trucs d'iPhone, clairement. C'est plus chic. Je pense que c'est ça, quoi. Enfin, voilà. Je dis peut-être des bêtises, mais moi, c'est comme ça que je le reçois, en tout cas. C'est pas une question, c'est juste je continue la proposition. Je pense que c'est un formatage. Je crois qu'on réduit petit à petit le langage humain au niveau des mots. Hein, ouais. On peut s'apercevoir. Et je pense qu'au niveau des sons, on réduit aussi de la même façon. Voilà, on met des clichés, comme tu disais, mais du coup, on réduit toute notre imagination, aussi bien au niveau de l'image que du son, etc. Donc, c'est un appauvrissement général. Ouais. Et voilà. Et c'est sûr que, enfin, pas tous les jeunes, je schématise un peu, mais bon, si on parle de Tati, on s'aperçoit énormément que quand des jeunes voient ce genre de film, ils n'accrochent pas du tout. Je généralise, peut-être que je me gourre un peu. Mais il y a un type de film comme ça
ou même des films muets, ou du début du parlant, Charlie Chaplin, etc. Il y a beaucoup de générations maintenant où ils reviennent, ou alors ils captent rien. Enfin, parce qu'ils sont complètement imprégnés justement comment dire, ce que je disais tout à l'heure, oui, d'espèces de trucs qu'on nous a inculqués comme ça, comme la bouffe, comme plein de choses, quoi. On est vraiment dans ce truc-là. Bah oui, puis tout ça, c'est une question d'éducation de l'oreille ou de la sensibilité ou de la vue. Enfin, bref, quoi, c'est plus. Je parle pour le son, juste, mais par exemple, pour revenir au son binaural, au début, quand les gens écoutent du son binaural, ça les surprend. En fait, ils n'ont pas l'habitude, alors que c'est notre écoute du quotidien. Mais bon, et en fait, il a été déterminé avec des études que plus en fait on écoute du son binaural, plus on est à même de l'apprécier, de localiser les sources, etc. Ça, c'est pareil pour le son numérique qui arrivait dans les salles, qui est beaucoup plus agressif et tout ça. Maintenant, c'est bon, les gens sont habitués. C'est une question d'éducation. Et donc, comment on veut éduquer les gens, en fait, c'est ça, quoi. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup là dans la salle à plus avoir de télé, parce que ce qu'on nous propose comme programme télévisé, ça nous convient pas, quoi. Mais voilà, c'est vraiment de l'éducation. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on donne à entendre. Moi, je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Bon, c'est un peu pessimiste quand même. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, et justement, nous, on y travaille aussi en programmant, Tati ou d'autres, des films de qualité avec voilà, une bande-son particulièrement riche et un peu, justement, en décalage. Voilà. Moi, je pense au contraire que quand on montre ça à des enfants, les salles étaient pleines. Hein. On a eu 760 enfants en 2 jours, là, donc on peut le dire. On les a vus réagir. Moi, je pense qu'en fait, ça va tellement les marquer. C'est l'intérêt d'une bande-son très bien faite et riche, et même quand elle est complètement décalée, qui paraît aujourd'hui décalée, je pense que ça va les marquer profondément. Parce que ça, j'en suis convaincue. Voilà. Parce que heureusement qu'il y a des gens comme vous qui proposaient des événements comme ça. Mais si tu veux, du coup, c'est pas la majorité. C'est comme faire des ateliers. Je ne fais pas des ateliers que pour s'amuser à faire du doublage son, de l'incrustation sur fond vert et tout. Il y a un message derrière. C'est leur dire faites gaffe à ce qu'on vous montre et à quoi ça sert les sons. Et attention, l'incrustation sur fond vert, c'est utilisé dans toutes les séries. Tout est complètement faux, en fait. Donc attention à ce qu'on vous montre. C'est entre guillemets de l'éducation à l'image, même si j'aime pas forcément ce terme-là, mais ils vivent dans une société, là, les pauvres gamins, ils ont des téléphones portables, ils peuvent filmer, enregistrer tout ce qu'ils veulent, mais c'est une arme ultra puissante, quoi. Bon, quand on voit tous les accidents qu'il y a à cause de ces outils, moi, j'aurais vraiment pas aimé être ado aujourd'hui. C'est flippant, quoi. Tu sors dans la rue, tu vas à l'école, il faut que tu fasses gaffe à tout, quoi. Parce que le moindre truc va se retrouver sur le net, parce qu'il y a Internet en plus, c'est pas juste sur le téléphone. Et le son, c'est des choses qui sont dites. Donc ça peut être une arme aussi, ces outils-là. Mais après, c'est génial de pouvoir d'ouvrir les jeunes à des films comme ceux de Tati, mais ça reste minoritaire. C'est pas ce qu'ils voient au quotidien. Donc quand on parle d'éducation, de l'oreille, tout ça, pour apprécier réellement la musique improvisée, par exemple. On écoute de la musique improvisée avec un mec qui fait du piano avec une balle de ping-pong dedans pendant un quart d'heure. Au début, on est là, c'est ce truc, quoi. Bon, quand on va à 15 concerts, on dit « Ah ouais, ça commence à me faire quelque chose émotionnellement, quoi. » Mais il faut du temps. Oui, moi j'ai une petite question sur j'étais pas là au début, alors peut-être que ça a été le sujet a été traité, mais je voudrais savoir si, comme par exemple pour l'image, il y a eu l'argentique et puis le numérique. Je voudrais savoir si, question de partie, est-ce que d'abord le numérique il a complètement changé la façon d'écouter les choses. Je parle de prise de son plutôt. Hein. Et est-ce qu'il y a une compatibilité entre des anciens systèmes et ce qui se fait maintenant? Je m'explique, par exemple, nous, dans nos spectacles, on chante avec des SM58, je ne sais toujours pas pourquoi on chante toujours avec des SM, ou avec les carrés AKG ou des trucs comme ça. Bon. Et donc, est-ce que dans le son, il y a des gens qui sont peut-être partisans de l'ancienne prise de son? Est-ce qu'on marie les deux? Est-ce qu'il y a des gens qui ont complètement basculé dans un système, je ne sais pas si c'est seulement numérique, mais moderne, on va dire, pour simplifier? Voilà, c'est ma question.
Oui, complètement. Il y a, alors que ce soit, je ne vais pas parler parce qu'il y a la prise de son, il y a cinéma, musique, il y a la diffusion aussi derrière. Clairement, il y a des gens fans de l'analogique pour le grain. En fait, on compare à de la pellicule. Hein. Clairement, il y a des gens qui tournent encore en pellicule pour le grain. Il y a des gens qui enregistrent en analogique pour le grain de la bande magnétique. Pareil, les vieilles consoles analogiques, c'est un son qui est beaucoup plus chaleureux. On voit aussi quand même beaucoup de groupes qui ressortent des vinyles maintenant, mais bon, avec un son quand même plus actuel. Mais alors là, on est sur du support, quoi, du support d'écoute. Après, le fait de passer au numérique, ce que ça a permis, c'est comme pour l'image, c'est d'avoir plus de rush sans avoir besoin de stocker les bobines, de les conserver, etc. Donc, du coup, c'est du fichier informatique, quoi. Après, nous, contrairement à l'image, quand même, alors peut-être si on peut l'associer aux objectifs. Quand on utilise des caméras numériques, mais avec des objectifs, est-ce qu'on peut dire pas analogiques, mais des optiques, quoi. Ouais. Pour avoir telle optique, etc. En gros, nous, les micros qu'on utilise aujourd'hui, c'est des micros qui ont 30 ans, 40 ans, quoi. C'est les mêmes micros que le SM58, il est là depuis longtemps. Les micros perches qu'on utilise, à part de l'acheter, à un moment donné, de l'acheter neuf parce que l'ancien est un peu abîmé, mais c'est les mêmes. Les micros à lampe, tout ça, les Neumann qu'utilisent les gars en studio, c'est les mêmes depuis des années. Donc on est en analogique au niveau du micro, on est en analogique au niveau du câble. C'est quand ça rentre dans la mixette. Alors là, par exemple, la mixette ici, je suis en analogique là. Je passe au numérique ici, dans l'enregistreur. C'est à ce moment-là que ça passe en numérique. Donc c'est juste pour enregistrer. Sinon, ma chaîne, elle est analogique en fait encore là. Après, on peut utiliser des mixettes enregistreurs directement numériques, mais on arrive en analogique quand même. Ça se fait après dans l'appareil, la numérisation. Par contre, en termes de diffusion, même si je ne suis pas mixeuse et là que je ne connais pas très bien, mais il y avait des normes de diffusion dans les salles de cinéma au temps de l'analogique qui faisaient qu'on avait, je pense, un son un peu moins agressif qu'aujourd'hui. Le son numérique permet d'avoir plus d'aigus. Les aigus, typiquement, dans la vie de tous les jours, c'est ce qui nous met en alerte. Donc souvent, d'ailleurs, on coupe les aigus dans les enceintes arrière d'un cinéma pour pas que les gens se retournent par un son qui va venir On ne veut pas détourner les gens de l'écran, en fait, dans une salle de cinéma. Et d'ailleurs, ça, c'est tout un débat, c'est une petite parenthèse, c'est tout un débat entre des puristes du son mono qui veulent que le son soit mono, il sort de l'écran, et les gens qui ont envie de s'amuser un peu à spatialiser le son dans la salle, avec une voix qui arrive par derrière, qui arrive devant et tout ça. Moi, j'aime bien ça, personnellement. Mais il y a des mixeurs que ça gêne, ils n'en veulent pas, et je comprends. Mais voilà, donc oui, il y a encore des gens qui utilisent l'analogique, et de toute façon, on est en analogique jusqu'à l'enregistreur numérique. Toute la chaîne avant est analogique, de toute façon. On va prendre la dernière question. Ouais. J'aurais voulu savoir, par rapport à la synchronisation, le doublage, quoi, en fait, je voulais savoir si c'était le même métier que vous, ou si c'était encore un autre métier, et quelles sont les choses différentes. Et puis une deuxième question aussi, c'est par rapport au cinéma d'animation, qui là, toute la fabrication du son est en post-production. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou... Alors non, j'ai pas travaillé sur du film d'animation. Par contre, ça c'est pareil, j'ai des vidéos qui expliquent, mais je vous en dis deux mots. Donc la post-synchro ou le doublage, comment ça se passe? En gros, il y a un détecteur qui fait la détection des mouvements de bouche. Si on veut passer d'une VO à une VF, par exemple, on détecte les mouvements de bouche avec un jargon propre au cinéma. Ensuite, un traducteur fait une traduction adaptée en fonction des mouvements de bouche, donne ça à un calligraphe qui va écrire le texte sur une bande rythmographique qui va défiler sous l'écran, en dessous du film. Le comédien, lui, du coup, est face à l'écran. Il ne bouge pas. Le perchman d'auditorium va recréer les distances par rapport... donc, on a dit tout à l'heure que le son soit raccord par rapport à la valeur de plan, etc. Donc il va éloigner un peu le micro, le rapprocher, éventuellement l'incliner pour détimbrer le son si à l'image la personne tourne la tête. Voilà, là par exemple on entend que j'ai pas... Hop, c'est marrant. Donc voilà, il va recréer tous ces effets-là. Du coup, il y a le perchman d'auditorium, l'ingé son de post-synchro qui passe tous les sons du film, sauf la voix, et qui enregistre par-dessus, qui enregistre sur une autre piste les nouvelles voix. Et en film d'animation, le procédé
et inverse. Enfin, d'après ce que j'ai compris, au festival Voix d'étoiles, qui est un festival super à Port-le-4, qui met en lumière du coup, tous les comédiens de Londres, c'est-à-dire tous les comédiens de post-synchro. D'ailleurs, c'est marrant, je vais boire un coup et j'entends les Simpsons qui parlent derrière moi, par exemple. Oh merde, tout, c'était les voix françaises des Simpsons qui étaient là, donc ça surprend. Et voilà, et du coup, en film d'animation, le procédé est inverse, c'est-à-dire qu'on va d'abord enregistrer les voix en studio des comédiens. Le film d'animation n'existe pas. Le détecteur, du coup, ensuite fait la détection des dialogues, donne ça aux animateurs qui vont animer les personnages en fonction des dialogues qui ont été enregistrés avant. Voilà, d'après ce que j'ai compris, peut-être ça ne se fait pas tout le temps comme ça, mais a priori, c'est comme ça que ça se passe dans la majorité des cas. Et on voyait dans ce festival des séances de doublage de Tintin de Spielberg il y a quelques années, là, quand il est sorti. Et bien sûr, toutes les versions françaises, enfin toutes les versions dans les autres langues, pardon, se font en même temps que la post-prod du film, quoi. Sinon, il y aurait des décalages énormes entre les sorties américaines et françaises, par exemple. Et pour pas que les images soient piratées, ils envoient les rushs avec juste, enfin des rushs noirs, avec juste des ronds qui s'ouvrent sur les bouches pour pouvoir faire la détection. Et les mecs, ils font le doublage comme ça, avec des pauvres ronds qui s'ouvrent sur les bouches, et ils savent même pas encore à quoi ressemble le film d'animation, quoi. Voilà, pour protéger les images, quoi. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, ça va ? Ouais. Je suis désolée, on est obligé d'arrêter, c'est passionnant. Merci Lucie cool. Ardouin. Avec plaisir. Tu veux dire un truc ? Vous pouvez retrouver Lucie à la table ronde à partir de 17h. À tout à l'heure, merci beaucoup. Merci Lucie.